bienvenue à tous dans cette rencontre organisée par la Foire du Livre. Nous allons parler climat, justice sociale et mobilisation citoyenne avec Quel monde pour demain, donc le livre que nos 4 invités co-signent et publient aux éditions Luc Pire. Avant de commencer, peut-être un petit mot de présentation de chacune. Donc, nous avons le plaisir de recevoir ici la princesse Esmeralda de Belgique. Esmeralda, bonjour. Bonjour. Vous défendez la protection de la biodiversité, les droits des peuples indigènes depuis 40 ans à travers le fonds Léopold III, créé par votre père, donc notre ancien roi. Vous êtes aussi journaliste, auteur et activiste et vous militez pour une action urgente face aux crises climatiques et de la biodiversité. À mes côtés, Sandrine Dixon de Clèves. Bonjour Sandrine. Bonjour Florence. Vous êtes présidente du Club de Rome. Vous conseillez aussi la Commission européenne en matière de recherche et d'innovation pour la transition économique et énergétique, ainsi que les Nations Unies sur l'énergie durable et la transition du système alimentaire. Enfin, nous avons aussi Hanouna de Wever. Bonjour Hanouna. Bonjour. Et Adélaïde Charlier, toutes les deux. Donc, vous êtes étudiantes et vous avez cofondé Youth for Climate, le mouvement à l'origine des manifestations pour le climat en Belgique. Alors, dans ce livre que j'ai eu le plaisir d'écrire avec vous en tant que journaliste, vous partagez vos points de vue sur la crise écologique au sens large, donc pas seulement le réchauffement climatique, vous parlez aussi du déclin de la biodiversité, de la pandémie, des inégalités sociales. Un tableau de prime abord assez sombre, assez pessimiste, mais vous rappelez qu'il y a des solutions et vous lancez un message d'espoir. Tout est encore possible si nous agissons ensemble et maintenant. Ma première question est pour vous, Adélaïde et Hanouna. On sait donc que les premières alertes scientifiques sur le réchauffement climatique ne datent pas d'aujourd'hui. Cela fait même 50 ans qu'on en parle. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous en voulez aux générations précédentes de ne pas avoir réagi plus tôt, d'avoir tardé à agir? Je vais poser ma question en anglais pour Hanouna. Do you feel angry at older generations that they didn't act before? Je pense que ce livre montre bien que justement on va au-delà de cette colère qui peut être présente chez certains jeunes évidemment quand on voit ce côté sombre qu'on nous laisse à notre génération mais en général au monde, donc c'est pas seulement pour nous, c'est déjà pour aussi énormément de personnes qui font face aux conséquences climatiques aujourd'hui. Donc on peut être très fâché de ne pas avoir réagi plus tôt quand on voit que le Club de Rome sort la Limit of Growth il y a 50 ans et qu'aujourd'hui on est encore là à essayer de mobiliser les gens, d'agir, mais il faut pouvoir transformer cette énergie de colère en action et en se disant ça va pas nous amener quelque part en fait. Et surtout que se battre contre d'autres générations, au final c'est une perte de temps et on n'a pas ce temps-là. Et en plus de ça, il faut pas mettre toutes les générations dans le même paquet. Donc tout le monde dans cette génération dans le même paquet. Donc c'est-à-dire qu'ici on a Sandrine Dixon, on a Esmeralda de Belgique et qui en fait se battent aussi depuis 50 ans contre un système destructif. Et donc ça veut dire que on peut pas être fâché en fait contre contre une génération dont il y a sûrement eu des acteurs du changement dedans qu'on n'a juste pas assez mis en avant. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il y a eu ce déclic aussi avec notre génération qui réalise qu'en fait, on doit pouvoir travailler ensemble avec ces personnes qui ont déjà ce combat en main depuis plus de 30-40 ans. Basically what Adi said, and just adding to that as well, that it's actually very dangerous to put all the hope with the younger generation. And that happens a lot now. When we came on the streets, everybody was like, oh, we'll be fine, you know, there's a younger generation and they're taking the streets and they're taking over the power. But it's way too urgent, it's way too critical to wait for that. So the fact that other generations and all generations are fighting for this battle that is literally about humanity is actually pretty normal. Et Sandrine et Esmeralda, pourquoi est-ce que ce dialogue était important pour vous, ce dialogue entre générations? Parce qu'en fait, on est exactement comme Adélaïde et Hanouna l'ont dit, dans la lutte la plus existentielle de notre vie et qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, que c'est la première fois qu'on commence à sentir que les générations luttent ensemble. On a les grands-parents pour le climat, on a les jeunes pour le climat, on a les scientifiques pour le climat. Donc je crois que ce qui était important dans ce livre aussi, c'était non seulement d'échanger ces expériences entre nous, de partager ça avec le lecteur et le citoyen, en espérant qu'il y en a beaucoup qui vont le lire, et puis de dire
on est dans ce combat ensemble et ensemble, on peut construire un meilleur monde pour demain. Oui, c'est vraiment ça. Je veux dire, maintenant, je crois que de plus en plus de gens prennent conscience de la crise climatique, de la crise de biodiversité aussi, mais peut-être pas de l'urgence. Et c'est ça qu'on veut vraiment passer à travers le livre. Il y a une urgence absolue. On voit déjà les catastrophes qui se passent. Bon, bien sûr, c'est quel monde pour demain, mais il faut le commencer tout de suite, maintenant. Et il y a des initiatives extraordinaires chez les artistes, chez bien sûr les scientifiques, mais dans toutes les couches de la société et à travers tous les âges. C'est vraiment important. Alors le livre est divisé en 4 chapitres. Dans le 2e chapitre, vous racontez toute votre prise de conscience, votre engagement. Vous parlez beaucoup de justice sociale, de solidarité entre les pays du Nord et du Sud, mais également donc, des inégalités croissantes entre les plus riches et les plus pauvres. Vous dites les injustices sociales et climatiques sont les deux faces d'un même combat. Esmeralda, est-ce que vous pouvez développer la question donc, de l'injustice climatique ? Oui, mais c'est quelque chose qui est vraiment tellement évident. Bon, on l'a vu aussi dans la crise du Covid. On était dans la tourmente, mais pas sur le même bateau. C'est évidemment les plus vulnérables, les plus pauvres, qui ont été frappés le plus. Et c'est exactement ce qui se passe pour le climat. C'est d'abord les pays qui ont contribué le moins au réchauffement climatique qui sont les plus frappés par les événements extrêmes. Et on ne peut pas leur dire eh bien, il faut vous adapter, etc. Non, on a besoin de cette solidarité, non seulement pour, bien sûr, financière, mais aussi de technologie et d'autres. Et cette injustice climatique géographique et sociale est évidemment quelque chose qu'on doit absolument régler en même temps que la crise climatique. Adélaïde, est-ce que les jeunes se battent également pour ça, donc se battent également pour les pays du Sud ? Je pense que ce qu'on a compris, en tout cas moi, en tout cas, et Hanouna, quand on a eu la chance de, par exemple, voyager au Brésil et de rencontrer des peuples autochtones, et qu'on a compris que cette question climatique allait bien au-delà d'une question de CO2 dans l'atmosphère et d'arriver à une société neutre en carbone, en fait, il y a un questionnement qui va bien plus profond que ça, qui est un questionnement de la manière dont on vit en tant que société. Quel est l'objectif de notre société ? Et donc, c'est un changement systémique qu'on demande, et donc ça prend en compte aussi, évidemment, les injustices que les différents systèmes qui sont mis en place aujourd'hui amènent. Et donc, on doit pouvoir questionner tout ça, et quand on se pose la question « quel monde pour demain ?», on ne parle pas juste de réchauffement climatique, on parle d'autres problématiques qui sont aussi prises en compte, et que si on veut créer un nouveau monde pour demain, on doit aussi pouvoir les prendre en compte, parce que si elles sont encore là demain, ben ça n'a pas de sens non plus. Mais évidemment, on parle, enfin moi en tout cas personnellement, je parle en tant que jeune fille privilégiée, donc c'est aussi très difficile de pouvoir parler d'injustice sociale quand on est, entre guillemets, dans le bon côté du monde, et donc à ce moment-là, c'est plus difficile, ouais. Alors vous faites un parallèle important entre la crise écologique et la pandémie qui pourrait, selon vous, nous faire gagner 10 ans dans la transition. Quel est le rapport entre la crise écologique et la pandémie ? Sandrine, peut-être ? Bon, d'abord, on sait que la pandémie, ça vient aussi de la crise écologique, donc c'est ce qu'on appelle une épidémie zoonique. Un virus zoonique donc, qui vient directement entre le contact entre les animaux et les humains. Donc déjà, on voit qu'on est en train de tellement avoir un impact au niveau planétaire que ça va nous donner de plus en plus de crises. D'ailleurs, on dit que c'est vraiment une convergence de crises pour l'instant. Donc on a une convergence entre une pandémie, donc une crise sanitaire, avec la crise climatique et aussi la disparition de la biodiversité. Les trois ensemble vont dire qu'on aura de plus en plus de crises. Et il faut en fait utiliser les compréhensions de ce qui s'est passé maintenant dans cette période où on a dû transitionner, on a dû changer l'économie, on a dû s'adapter très vite. Et pourtant, tout le monde nous dit, les politiciens, les citoyens, pas possible de s'adapter si vite, pas possible de changer. Pourtant, on l'a fait. Quand on nous a dit qu'il fallait absolument porter un masque, même s'il y en a certains qui ne l'aiment pas, on a dû le faire. Donc, je crois que ce qui est important maintenant, c'est d'abord prendre cette crise comme un signal très important, on en aura plus. Et deuxièmement, apprendre aussi de cette crise que oui, on peut transformer et pas repartir en arrière, mais construire du meilleur pour vraiment avancer.
C'est ça, et je rebondis sur une phrase du livre où vous dites « Face à la crise, ce ne sont ni les technologies ni les finances qui manquent, toutes les solutions sont sur la table pour répondre aux demandes des jeunes. » Quelles sont-elles ces solutions aujourd'hui ? Mais de toute façon, maintenant, on est au prix paritable concernant l'énergie fossile et l'énergie renouvelable. Donc, ce n'est pas que cette énergie va nous coûter plus cher. Donc, c'est tout à fait un sentiment qu'on peut y arriver. Il y a aussi l'efficacité énergétique. On a toute la technologie nécessaire pour être plus efficace. On a aussi dans notre main, en fait, le pouvoir de consommer moins. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas juste parler de technologie. On a l'argent, on peut transférer cet argent. Tous les investisseurs le disent. On a vu pendant le Covid, d'ailleurs, que ça a triplé nos investissements dans l'environnement, le social et la gouvernance. Et les sociétés qui étaient concernées, en fait, ont triplé dans leur valeur et les investissements ont aussi triplé. Donc, tout peut changer assez vite. Est-ce qu'il y a la volonté politique? Ça, c'est la question clé. Et c'est ça qu'il faut absolument changer. C'est ça, c'est que toutes les quatre, donc, vous appelez dans ce livre à un changement de système, donc à un nouveau modèle de société indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité. On sait aujourd'hui que ce débat, il est fortement polarisé entre les partisans de la décroissance et ceux de l'autre côté qui croient fermement aux vertus des solutions, des technologies comme solution à tous les problèmes que l'on connaît avec le réchauffement climatique. Où vous situez-vous dans ce débat, toutes les quatre, et faut-il opposer donc la décroissance, les technologies, ou qu'est-ce que vous voulez comme modèle de société pour demain? Hanouna? Yeah, maybe in English again. Do you want to go ahead or do you want me to do it? Yes. Thank you. Where are you within the debate in terms of not consuming degrowth versus a continuation of growth, and where does technology play a part, and where does also the shift within political opinion play a part? Yeah, I mean, I think basically what you just said, it's not a problem of solutions or lack of solutions, it's a problem of political ideology and the fact that a lot of politicians are completely hooked to an idea that the system is built on that is clearly exploiting people and exploiting planetary boundaries. And technology is something that is often used as a solution, and we are always very positive about these future carbon things that are not yet existing, though we continue to ignore scientific evidence like feedback loops and carbon budgets and tipping points. And as long as we don't take that scientific evidence seriously, we cannot talk about technology that is not even here yet. So basically that. And for me, ideas of degrowth are extremely important. As we've also said in the book, it's not about the fact that we're with too many, it's about the fact that we consume way too much. And that pattern definitely needs to change. Absolument. Alors, on parle du Dieu croissance depuis tellement d'années, et on voit très bien que ça nous a menés, en tout cas nous, les pays du Nord, au bord du précipice. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette croissance? Bien sûr, les pays émergents en ont besoin, là, il n'y a pas de doute. Mais nous, on peut évoluer vers un autre genre de croissance, des alternatives. Et on a tellement mis dans notre tête qu'il n'y avait pas moyen de changer le système, que le système, il était comme ça et que c'est comme ça que ça marche, qu'il n'y a pas moyen de faire un revenu universel, qu'il n'y a pas moyen de régler tous ces problèmes, il n'y a pas assez d'argent. Maintenant, avec le Covid, comme le disait Sandrine, tout à coup, il y avait l'argent, il y avait la volonté de faire quelque chose. Donc je pense qu'on doit absolument réfléchir à quelque chose d'autre. Maintenant, est-ce qu'on a le temps de changer le système? Moi, j'aimerais bien qu'on le renverse tout de suite, mais peut-être qu'on n'a pas le temps. Il faut d'abord s'occuper en priorité du climat et de la crise écologique. Adélaïde, est-ce que les jeunes de votre génération sont prêts à réduire leur consommation? Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez? Donc déjà, c'est très difficile de parler pour toute une génération, évidemment. Mais ce qu'on a remarqué, en tout cas, c'est que peut-être comme nous, on est nés dans ça. On est nés dans la surconsommation. Moi, je suis née avec un Coca-Cola dans la main et avec le fait qu'en fait, on a droit à aller en ville et acheter tout ce qu'on veut si, en fait, on a le portefeuille, sans réaliser ce qu'il y a derrière, sans se poser des questions derrière. Par contre, on voit que peut-être ces dernières années, ou en tout cas autour de nous, dans un mouvement tel que Youth for Climate, il y a un questionnement. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière tout ça?
est-ce qu'on a aussi réellement besoin de cette surconsommation? Est-ce qu'il y a cette question de consommer moins? En fait, je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce qu'après une journée de shopping où on s'est super bien amusé, est-ce qu'on a aimé le fait qu'on faisait du shopping, ou est-ce qu'on a aimé le fait qu'on était en fait avec son groupe d'amis ou en fait avec ses sœurs, etc., à passer une bonne journée? Je pense qu'il y a vraiment... on a besoin aussi de se questionner, nous, en tant qu'individus, et de se dire, est-ce que c'est vraiment cette surconsommation qui me rend heureux, ou c'est les choses autour de ça qui me rend heureux? Et donc ça devient une question philosophique, mais une question super importante aujourd'hui pour notre société. Et Sandrine, vous qui travaillez donc pour la Commission européenne en matière de transition économique, quelles sont les perspectives dans ce domaine? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Revenir à l'essentiel d'abord. Donc vraiment zapper la sous-conscience maintenant du post-Covid, en comprendre qu'est-ce qui est essentiel. Moi, je crois que le peuple a compris, on a tous compris quel était le plus essentiel. Au niveau de la Commission européenne, au niveau aussi de certains pays, on parle maintenant d'une économie de bien-être. Et je crois qu'on comprend qu'on ne doit plus en fait se fixer sur la croissance à tout prix, mais plutôt la prospérité. La prospérité, c'est autre chose. C'est repasser vers en fait une croissance qui est équitable, regarder la distribution en fait de la valeur de l'argent pour plus de personnes. On peut parler du salaire universel par exemple. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'économie de bien-être, c'est qu'on regarde et les indicateurs économiques avec les indicateurs sociaux, avec les indicateurs environnementaux. Et les trois ensemble, maintenant, ont été intégrés dans 4 pays, en particulier dirigés par des femmes, donc l'Islande, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande et la Finlande, et aussi au Pays de Galles. Mais il y en a beaucoup d'autres qui essayent de suivre la même chose. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau des grandes villes européennes, il y a l'économie du donut, qui est aussi basée sur cette économie plus circulaire, régénératrice, qui regarde en fait le bien-être de l'être humain au centre de les barrières ou frontières planétaires. Donc on respecte, on est parmi les autres espèces et on arrive à vivre en symbiose. Et je crois qu'en revenir à ce que Adélaïde dit, il faut aussi se rendre compte, et ça c'est peut-être le dernier point le plus important, notre économie est malade pour l'instant. Il y a un énorme malaise. On est face à des jeunes qui vont gagner le moins que jamais au niveau de salaire en comparaison avec la génération précédente, face à une maladie croissante mentale, face à des suicides croissants. Il y a un problème avec l'économie d'aujourd'hui. On ne peut pas me dire que les gens sont vraiment heureux. Est-ce que le matérialisme va continuer à nous rendre malades, ou est-ce qu'on va retrouver notre place dans la nature? Dans le dernier chapitre du livre, qui est consacré à la mobilisation citoyenne, vous parlez beaucoup de notre responsabilité individuelle et collective, donc face à la crise écologique. Selon vous, quelle est cette part de responsabilité individuelle et collective? Peut-être Adélaïde, tu peux commencer? Oui, je peux lancer, après je vais lancer Hanouna aussi là-dessus. Je pense que peut-être un déclic qu'on a eu, c'était le fait que c'est pas en train d'être géré cette crise là maintenant. J'ai toujours été consciente qu'il y avait une urgence peut-être climatique, qu'il y avait en tout cas un problème avec le climat. Mais dès que j'ai compris en fait qu'à un niveau politique, ou même que nos adultes en général avaient du mal à gérer la situation, je me suis dit en fait nous aussi on doit pouvoir s'engager. Et donc c'est là aussi quand on parle de la génération, ça veut dire que c'est pas seulement les adultes qui vont régler le problème, c'est aussi notre génération avec eux, c'est pas que notre génération, mais c'est vraiment ensemble. Donc ça veut dire que nous aussi, les jeunes, on doit pouvoir s'inclure dans ça. Donc il y a une responsabilité individuelle à faire ces changements parfois qu'on appelle un peu écolo, mais en fait qui deviennent qui deviennent évidentes quand on s'informe. Donc il y a des changements à faire, mais je pense que si on veut vraiment accélérer, on doit pouvoir communiquer le changement qu'on fait. Donc c'est là aussi la responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on fait un changement individuel pour le collectif et on doit s'assurer qu'autour de nous ça se passe aussi. Et donc il y a la responsabilité aussi de s'assurer qu'on communique et qu'on parle aux autres et qu'on explique pourquoi on le fait. Donc il faut pouvoir vraiment passer à la deuxième entre guillemets. And you, Hanouna? Yeah, and adding to that, it is indeed the fact that individually, I do believe everyone has a responsibility and everyone has power. And that's a big issue that a lot of people don't realize how much power they have. And when we came on the streets with millions of people, politically, the whole playfield just changed, as Sandrine has seen very clearly. And
this is something that individuals need to realize. I am a part of this system. I'm not a visitor, and therefore I have responsibility and I have power to change it. But at the end of the day, if we keep having a system that is based and addicted to fossil fuels, obviously individually we won't be able to change that. So we need to have a system that prioritizes human rights, that respects planetary boundaries, and then having a lot of individuals that come together and work together in that system. C'est ça. Et quels sont les moyens d'action concrets à privilégier pour pousser finalement les dirigeants à respecter leurs engagements? Ça peut être Esmeralda. Les pressions des citoyens, et je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements pour avoir des assemblées citoyennes, et ça marche bien. On l'a fait en France, on l'a fait au Royaume-Uni, je pense qu'il y en a une aussi en Belgique maintenant. Ça va se lancer, ouais. Ça va se créer. Et donc c'est le pouvoir des citoyens, comme le disait Hanouna. Ça fait des années qu'on nous martèle dans la tête qu'on n'a pas de pouvoir. Et les gens se sont désintéressés de la politique, se sont désintéressés des actions. Maintenant, grâce aux jeunes, on voit que justement ça revient et qu'on a un pouvoir de vraiment presser nos gouvernements à faire quelque chose. Alors je voudrais juste ajouter que sur la responsabilité personnelle, oui, c'est très important, et ne fût-ce que pour l'exemple, parce qu'on en parle, parce qu'on peut influencer des gens, on peut parler dans la rue, on peut parler dès qu'on rencontre des gens, mais il ne faut pas non plus se focaliser juste là-dessus. On nous a dit, oui, si vous n'utilisez pas des pailles, on va régler le problème. Si vous n'utilisez pas un sac en plastique, ceci. Et c'est un peu culpabiliser les gens aussi. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas ça qui va résoudre ni la crise écologique ni climatique. C'est important, bien sûr, mais il faut que ce soit un changement de système, comme on l'a dit, un changement au niveau de ceux qui prennent les décisions. Oui, puis peut-être pour dire que, et je suis tout à fait d'accord avec Esmeralda, mais ce qu'il faut faire, c'est faire chaque individu comprendre en fait les liens. Et ce qu'on a compris avec Covid, c'est justement le fait qu'on est lié à un peuple qui n'est pas en Belgique. En fait, la Chine a commencé le Covid et maintenant c'est partout dans le monde, c'est une pandémie. Ce qu'on dit au niveau du plastique, on retrouve ce plastique dans l'océan, on retrouve ce plastique ailleurs. Il faut montrer aussi à chaque citoyen quel est l'impact qu'il ou elle a et aussi comment on peut remettre cet impact et changer avec des solutions bien concrètes. Donc on peut arrêter le plus possible de consommer, mais alors il faut donner en fait des solutions au niveau du plastique, il faut donner des sacs en tissu, il faut donner des possibilités. Par exemple, pour l'instant, je trouve que le transport public continue à être pas du tout efficace dans toutes les villes. On n'a pas de train à haute vitesse comme on pourrait l'avoir, donc on continue à de prendre l'avion quand on pourrait en fait aller en France plutôt en train. Donc je crois qu'il faut aussi, comme Adélaïde et aussi Esmeralda l'ont dit, ce système, c'est en fait le politicien, c'est nos gouvernements qui doivent changer le système maintenant, et on peut le faire. Maintenant qu'on est face à en fait cette réforme post-Covid, il faut investir les fonds, pas dans l'économie de hier, mais dans l'économie de demain. Et ça veut dire investir dans tout ce qui est plutôt vert et social. Et en parlant d'alternatives, si je peux réagir, on en voit qui émergent de la part des citoyens. Donc il faut pouvoir soutenir les citoyens qui viennent avec des propositions d'alternatives. Je suis persuadée que ça viendra de la part du citoyen, ces idées qu'on doit d'ailleurs inclure. C'est comme quand on parlait de plus d'assemblées citoyennes. Là, c'est là quelles sont les idées. Et j'étais la semaine dernière à Nourrir Liège, par exemple, qui est un festival pour changer complètement l'alimentation de la ville et pour se dire qu'ils seront plus dépendants du reste du monde. Donc voilà, c'est une manière aussi de changer complètement la ville qui avance et qui deviendra en leader dans cette transition. Il faut pouvoir laisser la place aussi aux citoyens de se développer. And also to echo what Sangin said earlier about understanding these connections in a globalized world that we have right now, that is very important when we talk about the fact that we as Western privileged activists are more responsible. We are more responsible of the climate crisis, and people in other parts of the world are suffering because we are not taking responsibility. And understanding that is very important because, I mean, for me personally, that's a driver of activism, but it also just kind of states the fact that we build this society and we feel like this is how the world works, but it's really a privileged illusion. This is not how the world works, and we're destroying other parts of the world by doing it. People are dying because we're doing it. So
just understanding those connections, I feel is very important as well for people living in Europe, white people like me that are too privileged to see that climate change is already happening. On voit donc que l'action prend énormément de temps. Vous, Esmeralda, Sandrine, vous pouvez en témoigner. Vous dites d'ailleurs dans le livre qu'il n'y a pas un jour sans lequel vous oscillez entre espoir et désolation dans votre combat. Qu'est-ce qui vous permet finalement de garder espoir? Peut-être Esmeralda, vous pouvez commencer. Les jeunes, parce que c'est vrai qu'on se bat depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de moments de découragement, parce qu'on se dit à chaque belle avancée, et il y en a, à chaque espoir, après ça, il y a une mesure exactement contraire. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les décisions des dirigeants, il faut quand même le reconnaître. Il y a ce double langage chaque fois où ils s'engagent sur des promesses, et puis après ça, en même temps, il y a les subsides pour les énergies fossiles qui continuent. Donc on peut vraiment être découragé. Et puis là, on se tourne et on voit que les jeunes n'abandonnent pas le combat. On se dit, on ne peut pas les laisser seuls, il faut le faire, il faut vraiment s'engager tous. C'est ça qui me donne espoir. C'est qu'on est de plus en plus nombreux. Esmeralda a tout à fait raison, et j'ajouterais aussi que bon, j'ai eu la chance de voyager dans le monde et de travailler avec des pétroliers, de travailler avec ceux qui sont dans le nucléaire, tout en fait, tous les secteurs, et j'ai toujours trouvé dans tous les secteurs des humanistes, des hommes et des femmes qui voulaient changer le monde. Et en particulier dans les pays en voie de développement, on voit des histoires extraordinaires de champions pour changer le monde, même si leur vie est très très difficile. Et ça donne espoir aussi, parce qu'en fait l'être humain peut être bon. L'être humain n'est peut-être pas toujours le plus sage, comme Jane Goodall l'a dit. Il est soi-disant le plus intelligent, mais pas le plus sage. Et cette sagesse doit en fait revenir vers la bonté et une compréhension que si on peut être plus humaniste, parce que cette crise n'est pas juste une crise climatique, c'est une crise humaine. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Donc si on n'arrive pas à travailler toutes et tous ensemble, on va franchement pas y arriver. Donc ça, c'est le cri d'alarme. Mais on peut le faire. Et ça donne espoir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut construire là-dessus. Adélaïde et Hanouna, on a vu que les manifestations en 2019 ont drainé énormément de jeunes, mais aussi de moins jeunes. Mais elles n'ont pas fondamentalement changé l'action des politiques. Alors, qu'est-ce qui vous permet encore aujourd'hui de garder espoir après ces manifestations qui n'ont finalement débouché sur aucune action concrète? Sur très peu, je pense. Mais il y a eu du changement. C'est-à-dire que déjà, premièrement, ce qui n'était probablement pas notre premier objectif, mais qui a été la première conséquence de nos actions, c'est la conscientisation du citoyen. C'est-à-dire que les citoyens ont vraiment remis au centre des débats publics et politiques l'urgence climatique. Et ça, je pense que c'était vraiment crucial, et c'est encore ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Avec mes amis, on parlait de climat, quoi, à la place de parler des gossips. Donc ça veut dire qu'il y a eu un déclic aussi chez les jeunes dans des conversations complètement random. Donc ça c'est un point clé et un point important. À un niveau politique, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu et il n'y a pas encore les changements qu'on doit avoir aujourd'hui pour vraiment faire face à la crise de l'urgence climatique. Mais on voit quand même qu'il y a un changement de speech, de tone, la manière dont la politique va mettre en avant le climat. Déjà, aux élections en 2019 en Belgique, presque tous les partis politiques ont dû se positionner sur cette question. Donc c'était une question qui était mise en avant. Donc après, le positionnement en fonction des différentes valeurs des partis politiques, mais au moins il y a dû avoir une position qui devait être prise. Et puis on voit au niveau européen aujourd'hui que on ne doit pas nier qu'il y a quand même au centre de la politique de l'Union européenne l'urgence climatique et par exemple le pacte vert du Green Deal qui est présent. Aujourd'hui, ce pacte vert, selon les jeunes et notre mouvement et quand même quelques experts, il n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'avec ce qui est mis en place aujourd'hui, on fait toujours face à un réchauffement planétaire de 3 à 4 degrés. Donc on n'y est pas encore. Et donc nos dirigeants ne tiennent pas encore la promesse de l'accord de Paris. Mais par contre, il y a un pacte vert sur la table. Et il n'était pas là avant nos manifs. Donc je pense qu'il y a eu un changement, mais
on doit continuer parce qu'on n'est pas encore assez loin. Donc il faut encore en 2019 qui arrive dans les prochaines années pour pouvoir faire un changement complet de société. Yeah, and there's also one more thing I'd like to add about there's some kind of hypocrisy with politicians that on one hand they say, oh, we would love to do so much, but there's not enough people supporting us. And on the other hand, they're actually responsible for not having enough people to support them because they keep minimizing or denying the climate crisis. And obviously, if you're not informing people, they will not respond. And so a lot of times they're talking to us about democracy and they're saying, you're going way too fast and we need to keep track with the people, something that apparently wasn't necessary during COVID, by the way. But do you really think that democracy is gonna work when people are starving of famine or when there is floods or millions of climate refugees? So these arguments that politicians throw on the table a lot to kind of minimize the influence of the climate movements, they're very destructive because they're also not really helping the support for the policies that they're trying to implement. Ici, donc, on a entendu dernièrement que le président des États-Unis, Joe Biden, semble prendre le lead, en tout cas sur la question climatique. Sandrine, est-ce que vous constatez aussi qu'en Europe, le changement est là, en tout cas que, Le changement était en Europe avant, Oui. donc soyons clairs. C'est génial que Biden est là et comme j'ai grandi aux États-Unis, je suis très contente. Je redeviens fière d'avoir été aux États-Unis parce que pendant les années Trump, c'était pas évident. Mais disons que, comme on l'a déjà dit, moi je crois que c'est l'Europe qui est vraiment en lead. Mais maintenant, c'est de vraiment passer à l'ambition qu'il faut. Et pour Biden, c'est la même chose. Mon problème avec le système américain, c'est que ça reste très technocratique et technologique. Il ne faut pas oublier, moi j'ai grandi à San Francisco, le centre en fait de tout ce qui est technologie. Et je peux vous dire qu'il y a des pauvres partout à San Francisco. On a maintenant le plus haut taux d'utilisateurs de l'héroïne. Donc, on ne peut pas me dire quand la technologie va faire plutôt le profit que être dirigée vers vraiment un changement au niveau de l'environnement et du social, c'est là où les choses vont changer. Et pour moi, ça reste vraiment profitable au niveau de l'idéologie vers la technologie, plutôt que on va utiliser la technologie pour changer comme il faut vers l'ambition. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus dans l'esprit européen de rester au niveau du système. On a un débat, comme je l'ai dit, au niveau d'une économie du bien-être qui est aussi basé sur un changement de gouvernance, pas que la technologie. Donc, la seule chose qui me dérange chez Biden et les Américains, c'est qu'on reste vraiment focalisé sur la technologie. Mais j'espère, maintenant qu'on a la déclaration de Biden, qu'on pourra vraiment avancer. Il ne faut pas oublier qu'il y a les républicains et le Congrès qui, en principalité, est encore contre. Donc, espérons qu'on puisse aller ensemble, et aussi, bien sûr, avec les Chinois et l'Inde. Il faut les quatre, en fait, parce que ce sont les plus gros pollueurs. Je voudrais ajouter une chose, si je peux dire, c'est que justement, on a vraiment besoin de travailler ensemble. Et un des problèmes, quand même, au niveau politique qui reste, c'est cette compétition entre les pays et dire, mais si lui ne fait pas, moi je ne vais pas faire. Et ça, j'espère que ça va changer entre la Chine et les États-Unis, parce que sans les Chinois, on n'y arrivera pas. Et s'il y a une compétition au niveau politique, eh bien, malheureusement, on n'avancera pas. Il faut absolument cette entraide. Sandrine et Esmeralda, quel est votre message aujourd'hui aux jeunes ? Continuez comme vous le faites. Je suis impressionnée par ce qu'ils ont réussi à faire, parce que Adélaïde le disait, on n'a peut-être pas changé grand-chose, vous avez changé énormément. C'est incroyable. Moi, je rencontre des gens en Angleterre où je vis qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. » Tout ça parce que les jeunes ont été à la une des journaux et que même les journaux qui ne s'intéressaient pas du tout au climat ont commencé à parler de ça. Donc il faut continuer, il ne faut pas se démoraliser, on est là. On ne met pas ça sur vos épaules uniquement, parce que ce n'est pas possible. On est là pour vous aider, vous entraider, et voilà, il faut absolument continuer. Oui, la même chose, ne pas lâcher, mais aussi se dire qu'on peut vraiment créer un meilleur monde. Que comme je disais, moi je trouve que pour les jeunes maintenant, en particulier quand on écoute ce qui se passe au niveau des universitaires et tout ce qui s'est passé pendant cette pandémie, il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour vraiment trouver le bien-être de l'économie. Le changement climatique et l'urgence climatique, c'est un signal. Mais si on peut déclencher une façon différente de vivre ensemble et de le faire ensemble,
Moi, je crois que ça va être quelque chose d'assez beau et ça va aussi nous revaloriser en tant qu'être humain. Le pape a dit, et je trouve que c'est très important, on est dans une période anthropocentrique. Et donc moi je dis souvent, il faut vraiment passer de l'ego à l'écho. Et moi je trouve, en étant dans l'écho, on va trouver le bonheur. Mais on a besoin que les jeunes y croivent et continuent à y pousser. Une toute dernière question donc sur le dernier chapitre dans lequel vous épinglez toute une série d'actions, de moyens concrets à privilégier. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns simplement qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie quotidienne? Je pense que déjà, moi, je mets souvent en avant le fait qu'il faut pouvoir se mobiliser. Donc, il faut pouvoir faire des actions individuelles, mais il faut aussi pouvoir mettre pression sur le politique parce que, comme on a beaucoup expliqué ici, on a besoin du politique pour pouvoir faire cette transition rapidement. Pour épingler quelques actions simples, il faut pouvoir questionner la manière dont on s'habille, la manière dont on mange, donc toute la consommation en fait qu'on fait. Où est-ce qu'on met notre argent, dans quelle banque est-ce qu'on décide de le mettre, où sont nos investissements. C'est tout des actions qui paraissent peut-être simples, mais qui en fait font le réel changement. Et à un niveau politique et même à un niveau des compagnies, des industries, ces leaders nous regardent bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. Et donc les vrais leaders, en fait, ce sont les citoyens. Et les followers, ce sont les leaders politiques. Yeah, for me, I mean, obviously, all of that, we all have individual power to make our own decisions of what we eat, what we wear, how we travel, how much we are a part of this society. But also understanding your power, that is like the biggest thing for me. Everybody can do so much. You can join movements, you can start campaigns. You can also just talk to people. You can inspire your friends, you can inspire your family. Everybody knows someone, and so it can be this huge ripple effect if everybody just understands their own inner power. So that is something I think could be one of the biggest revolutionary things. Merci. Voilà, c'est sur ces bons conseils qu'on va terminer la rencontre. Je rappelle donc le titre du livre « Quel monde pour demain ?» publié aux éditions Luc Pire. Merci à vous quatre. Et surtout, merci à toi, Florence, parce que c'est Florence. grâce à toi Merci. que celle-ci a été écrite. Et merci à vous donc d'avoir suivi la rencontre.